Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakoze. Merci d'avoir choisi de suivre le journal de la radio RPA de ce lundi 11 août 2025. Tout de suite, les principaux titres. L'inquiétude est grandissante au sein de la population de la ville de Bujumbura suite aux coupures intempestives de courant électrique, entraînant la paralysie générale de leurs activités et par conséquent des pertes énormes. Le président Evariste Ndayishimiye a déclaré ce samedi que l'ONU devrait indemniser le Burundi pour les préjudices causés par la colonisation de la Belgique, ce qui a détruit le pays dans plusieurs domaines. Certains producteurs de café réclament le paiement de leur production de café cerise vendu à la Sogestale Kilimio qu'ils attendent depuis 2 mois. Les détails, c'est dans ce journal. Bonsoir et bienvenue. Débutons ce journal par la page politique. L'ONU devrait indemniser le Burundi pour les préjudices causés par la colonisation. C'est ce qu'a déclaré le président Evariste Ndayishimiye, accusant l'ancienne Société des Nations, STN, prédécesseur de l'ONU, d'avoir confié l'administration du Burundi à la Belgique, laquelle aurait, selon lui, détruit le pays dans plusieurs domaines. Le président Ndayishimiye s'exprimait ce samedi 9 août 2025 à l'occasion de la Journée internationale des peuples autochtones, célébrée cette année au stade de Bugendana, en province de Bujumbura. Écoutons le président de la République, Evariste Ndayishimiye. Comme l'Organisation des Nations Unies est représentée ici, je voudrais lui adresser une demande claire, que l'ONU aide le Burundi à reconstruire ce qui a été détruit, car, il faut le dire, cette destruction n'est pas venue de nous, elle nous a été imposée par des forces extérieures, envoyées et mandatées à l'époque par la Société des Nations, ancêtre de l'ONU. Après la Première Guerre mondiale, le Burundi était déjà un pays indépendant. Lorsque l'Allemagne a quitté la région, ce sont les bergers que la Société des Nations a envoyés pour administrer notre pays sous un régime de tutelle. Ce n'était donc pas une colonisation spontanée. Elle était encadrée, soutenue et légitimée par cette organisation internationale. Et qu'ont fait ces administrateurs? Ils ont démantelé notre tissu social. Ils ont introduit une classification ethnique destructrice. Ils ont divisé notre peuple, semé la haine et fragilisé notre unité nationale. Les conséquences sont encore visibles aujourd'hui. Des milliers de Burundais ont péri. D'autres ont été poussés à l'exil, nos biens détruits, nos pays empêchés de se développer. Et aujourd'hui, les mêmes qui nous ont brisés se permettent de nous pointer du doigt, de nous qualifier de pauvres, alors que ce sont eux qui ont implanté les graines du mal dont nous souffrons encore. Alors, je pose la question, pourquoi devrions-nous être seuls dans cette reconstruction? Pourquoi ceux qui ont contribué à notre déchirure se contentent-ils de nous regarder sans rien faire? Nous demandons à l'Organisation des Nations Unies de jouer pleinement son rôle et de nous accompagner dans la reconstruction, dans la réparation des torts du passé. Les peuples autochtones, comme les Batois, sont ceux qui ont le plus souffert de cette histoire. Ils méritent une attention particulière et ceux qui ont contribué à leur marginalisation devraient aujourd'hui être les premiers à soutenir leur développement. Les Belges ont été envoyés ici par une organisation internationale. Ils ont divisé notre nation. Le pays a été brisé. Il est donc légitime que l'ONU, héritière de la Société des Nations, reconnaisse cette responsabilité et agisse. Nous demandons réparation. Nous demandons une garantie de non-répétition, que cela ne se reproduise plus jamais, que les Nations Unies s'engagent clairement à ne plus soutenir des initiatives ou des régimes qui divisent le peuple et qu'elles soutiennent enfin sincèrement les efforts du peuple burundais pour reconstruire une nation unie, forte et digne.
idufashe kuvyubaka n'ikivuga iti jewe nishigikiye babantu babasambura reka nze fatanye n'abarundi twubake uburundi. Au cours des 5 années écoulées depuis l'accession de Ndayishimiye à la magistrature suprême, le secteur de la gouvernance a été marqué par des changements notables dans l'organisation de certaines institutions de l'État. Dans son rapport publié en juillet de cette année, l'Organisation burundaise de la défense des droits humains, l'IGTK, revient sur la nouvelle structure du pays et le fait que la Banque centrale est désormais placée sous l'autorité directe de la présidence de la République. David Claude Mbananayo nous en livre les détails. Dans son rapport sur la bonne gouvernance, la LIGTK dresse un bilan critique de 5 ans de la présidence d'Evariste Ndayishimiye. Parmi les faits marquants, l'IGTK rappelle l'adoption d'une nouvelle loi réorganisant la nouvelle structure du pays. Le Burundi compte désormais 5 provinces, à savoir Buhumuza, Bujumbura, Burunga, Butanyerera et Gitega, 42 communes, 451 zones et 3044 collines et quartiers. 100 jours seulement après son investiture, le chef de l'État a modifié la loi encadrant le fonctionnement de la présidence et a placé la Banque de la République du Burundi sous sa tutelle directe, qui est une grande institution de la sécurité économique au Burundi, lui retirant de fait son indépendance. Une décision lourde de conséquences selon la LIGTK. Une décision lourde de conséquences. Selon la LIGTK, depuis cette réforme, les orientations de la BRB privilégient avant tout des objectifs politiques au détriment des impératifs économiques. Le franc burundais s'effondre, les devises étrangères se raréfient et le pays fait face à des pénuries chroniques de carburant, de médicaments et d'engrais agricoles. L'inflation sur les produits de première nécessité bondit, passant de 18% en 2022 à 27% en 2023, d'après la Banque africaine de développement. Si les autorités continuent d'afficher leur optimisme quant à une reprise économique, la réalité quotidienne demeure sombre. La flambée persistante des prix alimentaires, crise du carburant sans issue apparente et climat d'incertitude généralisé. Une grande partie de la population vit aujourd'hui dans la peur, incapable de discerner l'avenir du pays, conclut la LIGTK. Merci David Claude Mbananayo. Toujours en parlant politique, l'issue des scrutins dernièrement tenus au Burundi ne devrait pas trop surprendre l'opinion. Selon l'expert en politique professeur Julien Nimubona, les préparatifs avaient bel et bien montré l'intention du parti CNDD-FDD qui est d'exclure tous les autres partis politiques et garder tout le pouvoir à lui seul. L'académicien explique en outre que l'alternance au pouvoir par la voie électorale n'est plus possible au Burundi à moins qu'il y ait une pression extérieure suffisante. Suivez les explications du professeur Julien Nimubona. C'était l'invité de l'émission Ijambo Nigwawe de ce dimanche. Turavye ibihugu harimo umugambwe umwe rudende imigambwe imwe yigenga kandi ya kera. En analysant les cas des pays avec un parti unique dominant, quelques partis indépendants et des années antérieures, un parti unique dominant soutenu par l'armée et la police, souvent issus de la même ethnie, de la même région, des mêmes groupes, partageant donc beaucoup de choses, ce qui les rend plus forts. Là où les élections ont changé les choses, ce ne sont ni ces groupes ni ces partis qui organisent les élections. Pour que nous ayons des élections basées sur plusieurs partis, une véritable compétition qui aide à un changement dans un pays comme le nôtre, je veux insister sur un point. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait te dire que tu es un papillon, allume un feu, puis vient se brûler dedans? Pourquoi est-ce que je dis que c'est comme mourir? Chez nous, les élections ressemblent à la mort ou à la survie pour ceux qui sont au pouvoir, de façon générale, car c'est le pouvoir qui nourrit les gens. Ici, chez nous, comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, les gens entrent en politique pour chercher la survie, la richesse. Cela veut dire que les élections pourraient entraîner un changement et ceux qui vivent du pouvoir y voient une mort, surtout quand eux-mêmes ont tué des gens, quand eux-mêmes ont commis des crimes de vol, de malversation, ils se disent alors, nous partons et on change pour ramener d'autres qui ne nous laisseront pas tranquilles. Partons-nous en prison? Et toutes ces choses que nous avions accumulées, nous étions en train de voler en construisant
une petite maison ici et là, en créant des usines ici et là, ce qui m'avait procuré de la fortune, j'étais devenu riche, et alors on me prend tout. Je retourne dans la pauvreté, je m'enfuis. Mais où fuir? J'ai tué, j'ai commis tel et tel crime. C'est pour cela que chez nous, vous ne verrez pas de changement de pouvoir par la voie de la démocratie. En 1993, c'était surtout à cause des pays étrangers qui nous avons mis la pression. C'était parce que nous voyions que nous avions besoin de ces pays étrangers. Et même aujourd'hui, vous pouvez voir que nous avons besoin d'eux. Tant que nous n'avons pas ce qu'on appelle une pression extérieure suffisante, jusqu'à ce qu'il y ait des intervenants pour nous aider à organiser les choses, comme vous voyez les Burundais dire qu'on fasse venir des étrangers pour la commission vérité et réconciliation. Nous ne pouvons pas nous mettre d'accord sur des institutions et des lois justes qui permettraient d'avoir des institutions pour tous les pays. C'est comme cela que je le vois, en considérant ce qu'on pourrait appeler le niveau de résistance des dirigeants au pouvoir. Et ce n'est pas seulement nous qui l'avons, même dans beaucoup d'autres pays d'Afrique. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chefs d'État mourir au pouvoir, puis leurs enfants et leurs femmes arriver au pouvoir pour les remplacer. Au stade actuel, si les Burundais ne se ressaisissent pas pour prioriser l'intérêt du pays et du peuple, seules deux options restent pour le pays. Soit il y aura renversement de pouvoir par force, soit le Burundi sera comme la Somalie des années 90. Encore une fois, le professeur Julien Nimubona. Nous le devons réellement, en nous appuyant sur les valeurs de nos ancêtres, de nous demander qui est l'homme intègre, qui est l'homme véritable, capable de diriger à ce niveau, dans ce secteur, que ce soit dans la justice, à quoi ressemble-t-il, dans le gouvernement, à quoi ressemble-t-il. Diriger un pays, cela signifie être capable de respecter tous ces aspects, toutes ces responsabilités. Est-ce que nous ne sommes pas vraiment en mesure de faire ça? Sinon, c'est le même scénario que ce qui s'est passé dans d'autres pays. La prise de pouvoir par la force. Quelqu'un dit, moi je viens changer les choses. Nous l'avons vu se produire récemment en Afrique, au Burkina Faso, au Niger, en Guinée. Cela peut aussi nous arriver. Nous avons des militaires et des policiers. Nous pouvons faire ce qui se passait au Burkina Faso avant le coup d'État, au Soudan, en Égypte, en Tunisie. Cela veut dire que les gens se révoltent. Tu vois, quand les gens n'ont plus de quoi manger, n'ont plus d'électricité, n'ont plus d'eau, n'ont plus rien du tout, comme nous sommes en train d'y acheminer aussi. Tous cessent de travailler. Tout le pays est à l'arrêt. À quoi ça ressemble? Cela ressemble à un pouvoir qui tombe. Tu peux envoyer des policiers tirer, mais plus ils tirent, plus les gens avancent, car de toute façon, ils se considèrent comme déjà morts. Voilà, c'est le premier point. Le second point, le pays deviendrait comme la Somalie à un certain moment dans les années 90, comme le Libéria. Le gouvernement peut totalement disparaître, comme en Centrafrique. Et nous en viendrions à supplier la communauté internationale, ensuite à demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir nous aider à rétablir un gouvernement? Alors, que voulons-nous, que voulons-nous? Dans notre édition de demain, le professeur Julien Nimubona nous parlera du type de régime qui existe aujourd'hui au Burundi. Dans un instant, c'est la page sécurité. À présent, page sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 2 cas d'assassinat survenus au cours de la semaine écoulée dans 2 provinces du pays. Le premier concerne un homme de 61 ans, Salvatore Baranchagilié, maçon de profession. Son corps a été retrouvé près d'un cabaret appartenant à un certain Bondeni avec qui il avait bu en compagnie d'autres personnes sur la colline Mbodza, commune Mukadza, en province de Bujumbura. Il était en compagnie d'un client qui lui avait confié la construction de sa maison. La deuxième victime, également originaire de la province de Bujumbura, est Gervais Miburu, âgé de 60 ans.
Il a été attaqué à coups de machette par 3 malfaiteurs à son domicile situé sur la colline Bwiza 2, zone Ndava, commune Ukinanyana, mardi dernier. 2 de ces 3 agresseurs ont été arrêtés par la police. La coupure d'électricité dans plusieurs quartiers de Bujumbura inquiète de plus en plus la population. Les commerçants qui ont besoin de courant pour faire tourner leurs activités sont en grande difficulté. Certaines affaires sont suspendues et des marchandises s'abîment faute de conservation. Les habitants demandent au président de la République d'agir rapidement pour régler ce problème car il est responsable du bien-être des citoyens. Innocent Valentin Singilangabo a fait le tour dans la ville de Bujumbura. Avant le 4 août, dans les quartiers d'Obgiza, Buyenzi, Jabé et Nyakabiga, les habitants avaient déjà souffert d'une pénurie d'électricité prolongée. Aujourd'hui, depuis que la société Regideso a annoncé qu'il n'y aura plus d'électricité pendant un certain temps, les habitants de ces quartiers ainsi que ceux de Rohero, Musaga, Kanyosha, Ngagara, Kinindo, Mutakura, Kinama et une partie de Kamenge sont restés une semaine entière dans le noir. Ici, dans le quartier Bwiza, un commerçant déclare que les pertes pour les vendeurs de lait et les soudeurs sont devenues insupportables. Les vendeurs de lait voient leurs marchandises périr et doivent la jeter. Les soudeurs vivent dans de grandes difficultés en ces temps. Dans le quartier Buyenzi, ils reçoivent le courant électrique depuis plusieurs jours dans l'intervalle de 20 à 30 minutes, puis la coupure revient. Certains coiffeurs, vendeurs de lait et soudeurs sont en grande détresse. Vous voyez, ces vendeurs de lait n'arrivent plus à écouler leurs produits. Ceux qui avaient des contrats chez ces soudeurs ont dû arrêter leur travail car, même en louant un groupe électrogène, ils ne trouvent plus de carburant. Aujourd'hui, ils ont entreposé leur matériel chez eux. Quant au salon de coiffure, ils ne tiennent plus. À Nyakabiga et Jabé, dans différents cabarets comme Big Land Bar, Bamako Bar et Ngongo Bar, situés en bas de l'église de Mukizamwiranda, les employés que nous avons rencontrés nous ont dit qu'ils ne servaient plus des boissons froides, faute d'électricité, tandis que les viandes conservées dans des frigos sont vouées à la perte car elles ne sont plus congelées. Nous avons aussi rencontré Mustapha à son garage où il travaille à Buyenzi. Bien qu'il ait refusé de parler à nos micros, il a confié qu'il parvient parfois à obtenir clandestinement du carburant provenant de la RD Congo, qu'il utilise ensuite dans son groupe électrogène de forte capacité. Les conséquences sont telles que ses voisins, qui sont soudeurs, viennent travailler chez lui et le paient cher, utilisant des budgets imprévus. Les habitants de la ville de Bujumbura demandent au chef de l'État d'intervenir pour résoudre le problème de l'électricité, car c'est lui, en tant que père des Burundais, qui doit être écouté. Les informations que nous avons reçues indiquent que certaines parties des quartiers d'Obgiza et de Jabé ont finalement reçu de l'électricité dans l'après-midi de ce lundi. Merci Nossa Valentin Singilangabo. Toujours à propos de ces coupures électriques, ce qui est arrivé à l'hôpital Prince Régent-Charles emportant des vies humaines a secoué les cœurs de la population et cela montre que la situation au Burundi est devenue plus que compliquée. C'est du moins les propos du mouvement des femmes Inamahoro qui indique que cela suscite des questionnements multiples de savoir si réellement le gouvernement est au courant de ce qui se passe. Selon Marie-Louise Balichako, la présidente du dit mouvement, elle demande pourquoi le gouvernement n'explique pas à la population ce qui se passe réellement. Les faits survenus à l'hôpital Prince Régent Charles, où du fait que le Burundi traverse une profonde crise de manque d'électricité et de carburant, entre autres choses, ont secoué le cœur de plus d'un. Et beaucoup considèrent que le pays a dépassé les limites de l'acceptable. En effet, si on regarde de près, le Burundi vit actuellement une crise désespérée.
qui touchent particulièrement des domaines essentiels de la vie nationale comme l'accès à l'eau, à l'électricité et au carburant, et tous aussi concourent à mettre à genoux la vie sociale, économique, politique et sécuritaire du Burundi, sans oublier la bonne gouvernance. Cela fait quelque temps, en effet, que ce problème de pénurie de carburant paralyse le Burundi. Mais cette fois-ci, nous sommes à la limite, avec des bébés qui meurent dans des couveuses, parce qu'avec les coupures d'électricité, il n'y a pas de carburant pour continuer à faire fonctionner les moteurs, comme cela a été observé récemment, ces 2 semaines passées, à l'hôpital Prince Régent Charles. Cela suscite des interrogations suivantes. Les responsables de cet hôpital et du ministère de la Santé ne savent-ils pas que des endroits comme celui-ci nécessitent en permanence des réserves de carburant pour que les moteurs ne s'arrêtent jamais en cas de coupure d'électricité? Nous avons l'impression que les souffrances qu'endure la population en raison des pénuries de carburant et d'électricité ne constituent pas une préoccupation pour les dirigeants. Le fait de pouvoir ignorer ainsi les souffrances des populations, y compris la mort, révèle un autre niveau d'absence de sens de responsabilité et de reddition des comptes. Cela fait un temps que ce problème perdure, jusqu'à atteindre aujourd'hui des limites jamais atteintes auparavant. En plus des enfants qui meurent dans des couveuses, on a aussi appris que les corps qui se trouvent à la morgue pourrissent et se décomposent, avec tous les risques que cela comporte pour la santé de la population environnante. Qu'est-ce que les dirigeants du pays sont en train de faire pour résoudre ce problème de manque de carburant dans le pays? Quelles mesures comptent-ils prendre pour le résoudre? Pourquoi ne le disent pas ouvertement pour que la population sache aussi où elle en est? Nous avons entendu une fois le président de la République déclarer publiquement qu'il allait prendre ce problème en main. Nous attendons toujours le changement qui devait en découler. À un moment donné, d'autres dirigeants aussi disaient que le problème de carburant allait se résoudre incessamment. Mais jusqu'aujourd'hui, les Burundais attendent encore désespérément ces solutions préconisées. Nous continuons aussi à nous interroger. Est-ce que les dirigeants connaissent bien les raisons pour lesquelles le Burundi reste toujours dans cette crise de carburant? Serait-ce un problème de source d'approvisionnement, un problème de moyens, ou alors un problème de mauvaise gestion des richesses du pays? Selon toujours le mouvement Inamahoro, le gouvernement devrait prendre des mesures pour que ce problème ne se reproduise pas de nouveau et s'assurer que la survie de la population soit sa première préoccupation. Encore une fois, Marie-Louise Balichako, présidente du mouvement Inamahoro. Nous, au mouvement Inamahoro, nous pensons que tout ce qui doit être fait est du ressort des dirigeants du Burundi. Premièrement, il faut que des mesures soient prises d'urgence pour s'assurer que ce qui est arrivé à l'hôpital Prince Régent ne se reproduise plus jamais. Il faut que le gouvernement se reprenne et redonne priorité à l'intérêt majeur, que la vie et la santé de la population soient sa préoccupation première pour que la population ne soit plus endeuillé, comme on l'a vu, juste par manque de carburant. Une deuxième chose que le gouvernement devrait s'appliquer à faire, c'est soutenir et faciliter autant que faire se peut le travail de ceux qui sont en charge de la santé, notamment les médecins, les infirmiers et infirmières, en leur donnant tous les outils dont ils ont besoin pour accomplir leur mission dans la quiétude et la dignité, sans leur laisser des responsabilités qui ne sont pas les leurs, pour observer des enfants mourir dans les couveuses sans qu'ils ne puissent les sauver, ne pouvant pas assister celles qui ont besoin d'aide pour accoucher, ou observant des cadavres pourrir et se décomposer dans les morts par manque de carburant, un problème dont ils n'ont aucun contrôle. Et tout cela ne leur causant que souffrance et frustration, alors qu'ils ont plutôt besoin de sérénité, de quiétude pour accomplir leur mission. Une dernière chose que nous voudrions relever est qu'aujourd'hui, on ne se demande plus s'il y aurait des vies en danger, parce que c'est une évidence. Nous voudrions plutôt demander aux dirigeants du pays de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour prendre des décisions concrètes, en toute transparence, et qui seraient respectées par tous pour rassembler tous les moyens et tous les outils afin de protéger la vie de la population, y compris la vie des enfants et des mères et toute la population en général. La présidente du mouvement Inamahoro réagit après que la semaine dernière, les coupures de courant électrique et le manque de carburant à l'hôpital Prince Régent Charles ont causé beaucoup de dégâts, y compris la perte des vies humaines. Vous écoutez toujours la radio publique africaine. En page agriculture,
Certains citoyens qui ont vendu leur production de café cerise à l'usine Rurengera, Sogestal Kilimiro, commune Bugendana en province de Gitega, réclament leur paiement pour pouvoir acheter le matériel scolaire de leurs enfants. Ces producteurs de café expliquent qu'ils avaient été signifiés qu'ils allaient recevoir leur dû au mois de juin dernier, ce qui n'a pas été le cas. Emmanuel Yungeko nous parle des grognes de ces caféiculteurs de Mutaro. Ces habitants qui se lamentent font savoir qu'ils ont vendu leur café cerise au mois d'avril à l'usine de Rurengera, implantée dans la nouvelle commune de Bugendana en province de Gitega. Celui-ci qui s'est confié à la RPA explique qu'ils devaient normalement avoir leur argent au mois de juin dernier, ce qui malheureusement n'a pas été le cas. Nous sommes beaucoup attristés par le fait qu'on a refusé de nous donner de l'argent en contrepartie de la vente du café à l'usine de Rurengera dans la commune de Bugendana, ancienne commune de Mutaro. Nous devions recevoir son montant au mois de juin, mais on nous a obligés d'ouvrir des comptes dans la COPEC ou d'autres banques, arguant que personne ne va toucher cet argent par la main. Vu qu'ils enregistrent des pertes, ces caféiculteurs demandent ainsi d'être rétablis dans leurs droits pour acheter le matériel scolaire de leurs enfants. Nous voudrions vous dire que nous sommes en train de beaucoup perdre parce que bientôt les élèves vont retourner à l'école. Nous n'avons encore acheté ni l'uniforme ni les cahiers. Vous voyez aussi que nous approchons la saison culturelle. Si nous demandons la situation, on dit d'attendre d'abord le paiement de ceux qui ont vendu du maïs. Nous pensons alors que le maïs et le café sont deux cultures distinctes. Nous demandons que nous soyons régularisés, donc que nous ayons notre argent. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le prénommé Trésor, responsable de l'usine de Rurengera, pour recueillir sa version. Merci Emmanuel Niyungeko. Page Sport pour clôturer ce journal. La Super Coupe du Burundi au football a été remportée ce samedi par Flambeau du Centre qui s'est imposé face à Aigle Noir. Ce jour même a eu lieu le tirage au sort qui a déterminé les adversaires de deux équipes aux compétitions interclubs de la Confédération africaine de football. Les détails avec Désiré Hatungimana. Les deux équipes se sont affrontées sur le stade Ingoma de Gitega. L'équipe de Flambeau du Centre, qui jouait devant son public, a ouvert le score à 5e minute par l'intermédiaire d'Ogakiza Aimé. Aigle Noir a égalisé la 32e minute par un but qui a été marqué par Kamana Karim. À la mi-temps, les deux équipes étaient à égalité. Au retour des vestiaires, Saïdi d'Aigle Noir a marqué le deuxième but de son équipe à la 67e minute, mais 11 minutes plus tard, la formation de Gitega a égalisé sur un but libérateur d'Edson. À la fin du temps réglementaire, le score est resté inchangé et les deux équipes ont procédé à la séance des tirs au but. C'est Flambeau du Centre qui a remporté cette séance par 5 tirs à 3, remportant du coup cette Super Coupe édition 2024-2025. Les deux équipes qui représenteront le Burundi aux compétitions africaines ont suivi le tirage au sort de la compétition interclub de la CAF avant que leur match ne débute. Aigle Noir, champion du Burundi, jouera contre Azaz Djibouti. Le vainqueur de son match croisera le fer avec Al-Ahly d'Égypte au second tour de la Ligue des champions africaine. Le club de Flambeau du Centre, quant à lui, qui jouera la Coupe de la Confédération, croisera le fer contre une équipe libyenne qui reste à déterminer. Le gagnant jouera contre le vainqueur entre Singida Black Stars de la Tanzanie et Rayon Sport du Rwanda. Le championnat de football du Burundi édition 2025-2026 débutera le 15 de ce mois. Au chapitre des matchs amicaux, les équipes continuent de peaufiner leurs effectifs pour entamer correctement la nouvelle saison. Bumamuru a battu Vision par 2-0. C'est le même score entre Vitalo et Lukinzo en faveur de Vitalo. Et Messager Ngozi a dominé Kayanza United par 3-0. Le match d'ouverture de cette édition opposera Burundi Sport Dynamique à Kayanza United au stade Urunani de Buganda. À noter le retour de la formation militaire de Muzinga dans l'élite du football burundais 10 ans après. Football toujours pour vous dire que les prisonniers d'Omhimba pratiquent également du sport. Ce jeudi passé, une équipe de la diaspora du Burundi a joué contre les prisonniers d'Omhimba de l'équipe Solidarité. Le match s'est terminé sur un score nul de 2 buts partout, mais c'est finalement l'équipe de la diaspora qui a remporté ce match par 5 tirs au but à 3. Barahinza Oscar, le président de l'association de football d'Omhimba, a remercié les membres de la diaspora qui ont rendu visite aux prisonniers.
Nous avons des ressemblances avec vous. Pour entrer dans cette prison, il y a des formalités à remplir et vous, quand vous vous êtes rendu en Europe, vous avez demandé les visas. L'équipe de la sélection de Mimba, Espoir FC, est trop forte. Nous n'avons pas voulu gâcher la fête, raison pour laquelle on vous a opposé à l'équipe des vétérans. L'équipe de la diaspora burundaise a promis de venir en aide à ces footballeurs d'Omhimba, en commençant par la réhabilitation du terrain de football. Merci Désiré Hatungimana. C'est la fin du journal de ce lundi 11 août 2025. Merci de votre attention. Merci à tous mes collègues. Bon début de la semaine à tous.